Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Et à 20h14, je suis entouré d'Elliot Maman, journaliste indépendant et chroniqueur politique. Bonsoir, cher Elliot. Bonsoir. Et également Florian Gérard-Mercier, directeur des études du millénaire. Bonsoir, Florian. Bonsoir. Des études du millénaire, j'y arrive. Ensemble, on reçoit Mona Jaffarian. Bonsoir, Mona. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice et présidente de l'association Femmes Azadi. Vous êtes aussi l'auteur du livre Mon combat aux éditions Stock. Depuis dimanche, il faut le savoir, l'Iran est traversé, secoué complètement par les manifestations les plus importantes qu'a jamais subi le pays. On se souvient bien évidemment en 2022, le soulèvement populaire qui faisait suite à la mort de Mahsa Amini, jeune kurde iranienne, 22 ans. Après son arrestation par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile, un rien peut coûter la vie, c'est ce qui lui est arrivé. La contestation, cette fois, porte sur le porte-monnaie ou pas, c'est ce qu'on va voir avec vous dans un instant. En tout cas, inflation galopante, coût de la vie XXL, dépression du rial, la monnaie iranienne. Les revendications sont élargies ensuite au régime politique iranien, des affrontements, les 6 premiers morts qui ont eu lieu hier sur une journée, des blessés également. Le gouvernement tente un mélange de réponses conciliantes et de manœuvres pour stabiliser la situation économique, mais la colère ne faiblit pas. On en parle avec vous, Mona Jaffarian. Pensez-vous que cette colère sociale peut aujourd'hui fédérer les différentes classes sociales iraniennes autour d'un même objectif politique pour faire tomber le régime des mollahs? Oui, alors c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque effectivement les révoltes ont commencé des bazars de Téhéran parce qu'on a annoncé la chute du rial. Mais en fait, dès que les gens sont arrivés dans la rue, que ce soit les commerçants ou la foule qui s'est très rapidement jointe aux protestations des commerçants, eh bien les slogans ont été très clairs, puisque c'était mort au dictateur, mort à Khamenei, nous allons renverser ce régime et ceci est notre dernière bataille, Pahlavi va rentrer, donc en référence à Reza Pahlavi, leader de l'opposition. Donc les slogans, eux, ne sont pas économiques, ils ne sont pas sociaux, ils sont clairement déjà à destination du monde et du régime pour dire nous ne voulons pas de ce régime, nous voulons la mort de Khamenei et nous voulons une démocratie laïque pour notre pays. Et cette république laïque versus république islamique, c'est envisageable prochainement ou quand même à plutôt moyen terme, voire long terme? Et c'est toujours compliqué de s'avancer sur ce qui est en train de se passer. Là, quand je regardais... Parce que c'est un peu le grand écart quand même, passer d'une république islamique à une république laïque. Même si on se souvient d'il y a des dizaines d'années à l'époque du Shah d'Iran, où les femmes pouvaient notamment être en mini-jupe à l'époque. Mais vous savez, l'Iran d'aujourd'hui est un pays, il a toujours été d'ailleurs, puisque les Iraniens estiment que leur pays aujourd'hui est occupé depuis 5 décennies par les mollahs. Mais quand on regarde la réalité du terrain, en 2023, la République islamique donnait ses propres chiffres pour dire que 50 000 des 75 000 mosquées du pays avaient été fermées faute de fréquentation. Le dernier sondage qui a été réalisé il y a 4 ans, 8 Iraniens sur 10 se disaient non musulmans. Donc on est vraiment face à une population profondément laïque, profondément ouverte vers l'Occident, qui étouffe sous cette idéologie islamiste, qui étouffe aussi de voir toutes les richesses de son pays aller au financement de proxys terroristes comme le Hamas, le Hezbollah ou les Houthis. L'Iran, c'est 10% des matières premières mondiales. Donc c'est un pays particulièrement riche et les Iraniens ne voient jamais la couleur de cet argent. Donc si vous voulez, c'est un peu un tout entre l'islamisme, le terrorisme, les conséquences économiques, cette idéologie qui empêche toute négociation avec l'étranger, qui ont mené le peuple iranien dans son ensemble, c'est-à-dire que ce soit les couches très pauvres, les classes moyennes, les couches supérieures, que ce soit les Kurdes, les Baloutches, les Perses, les Azéris, les Turkmènes, peu importe en fait l'ethnie et les classes sociales. Aujourd'hui, les Iraniens sont dans la rue pour dire clairement au monde fin de la République islamique et retour de Pahlavi. Alors Mona Jaffarian, on parle de manifestation, mais pour faire une révolution, il faut parfois peut-être prendre des armes, aller au combat. Le régime islamique, les mollahs, eux, sont pas prêts de le lâcher, ils le veulent pas, puisque derrière, après, il n'y a rien et ce serait pour eux dramatique. Il doit y avoir cette révolution qui passe par les armes ? Alors c'est toujours compliqué de souhaiter un affrontement armé, mais c'est vrai qu'en faisant preuve d'honnêteté sur la situation, Khamenei, à l'instar de quelqu'un comme Al-Assad, qui était prêt à tuer 500 000 personnes pour ne pas laisser le pouvoir, n'hésitera pas à faire couler le sang. D'ailleurs, depuis 48 heures maintenant, les miliciens du régime tirent à balles réelles. Je rappelle qu'il y a eu plus de 1000 personnes qui ont subi la peine de mort en Iran. En décembre, c'est une personne toutes les 2 heures qui était pendue en Iran. C'est la République islamique et le régime qui pend le plus d'enfants et de femmes au monde. Et c'est vrai que là, depuis 48 heures, on assiste à des miliciens du régime qui tirent à balles réelles. Aujourd'hui, on a des informations qu'on a pu vérifier qui nous parviennent d'Iran pour montrer que des miliciens arabes, donc des milices irakiennes, syriennes, libanaises du
du régime ont été importés d'urgence en Iran pour pouvoir réprimer la foule. Donc oui, c'est une bataille qui s'annonce compliquée face à un régime terroriste, mais on a quand même l'avantage du nombre et surtout on a un avantage considérable, c'est que sur les dernières semaines, on a vu énormément de désertions au sein du régime, beaucoup de policiers, de militaires, parfois même des Basij, qui enregistraient des vidéos publiquement en cachant leur visage et leur nom pour dire qu'ils déposeraient les armes et qu'ils n'affronteraient pas le peuple. Donc on mise aussi sur cette chance peut-être, parce qu'eux aussi souffrent des conditions économiques et de la corruption, qu'ils décident de déposer les armes et que cette victoire soit la nôtre. Alors, contrairement à 2022, où c'était pour soutenir cette femme qui avait mal porté le voile et qui a donc été tuée par la police lors de son arrestation, où là, peut-être le sentiment iranien était peut-être un petit peu plus mitigé, là, il n'y a plus rien à perdre pour eux. Alors en 2022, c'était, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu la suite de ce qui s'est passé en 2022. C'est après la mort de Mahsa Jina Amini, ça a été vraiment une révolution. D'ailleurs, c'est là où elle est née cette révolution pour faire tomber le régime. C'est-à-dire que les gens ne sont pas sortis pour le hijab, ils sont pas sortis uniquement pour ça, ils sont sortis véritablement pour mettre fin à la République islamique. Mais ils se sont aussi rendus compte que quand on scande femme, vie, liberté, eh bien il y a un peu une incompréhension du reste du monde qui justement pense que tout est lié à l'islamisme et au hijab uniquement. Donc cette fois-ci, ils retournent à la rue, mais avec des slogans très clairs, en disant justement qui est notre leader, on ne veut plus du régime. Donc c'est aussi un moyen pour eux de faire passer un message, surtout au monde libre, pour dire aux dirigeants occidentaux, on est prêts, ce ne sera pas le chaos, nous sommes unis, on vous a désigné qui soutenir, maintenant à vous de jouer et d'être derrière nous. Alors le monde occidental, a priori, l'a entendu, en tout cas au travers de la voix de Donald Trump qui promet carrément d'intervenir si jamais il y a des morts. Bon, les morts, on les compte malheureusement depuis hier. Quelle est, à part la parole, après des interventions, est-ce qu'on peut envisager quoi comme type d'intervention de la part des États-Unis ? Alors je pense que Donald Trump, en écrivant ce qu'il a écrit, sa première volonté, c'est de dire au peuple iranien, je vous vois, je vous entends. Donc c'est aussi d'encourager les gens à continuer, puisque nous on voit bien maintenant depuis allez, un an et demi, que Donald Trump a rallié aussi ce que pensait Israël, c'est-à-dire que quel que soit l'accord qui sera signé avec la République islamique ne s'y conformera pas. On l'a vu après l'accord signé avec Obama, que finalement l'enrichissement nucléaire continuait, que le financement du terrorisme continuait. Donc finalement, signer un accord avec l'idéologie de Khamenei, c'est impossible. Donc la meilleure solution finalement pour le monde libre, c'est que ce régime tombe. Et la meilleure manière de le faire, c'est de le faire de l'intérieur. Et je pense que les Américains le savent très bien. On ne va pas libérer l'Iran avec des bombes, on ne va pas libérer l'Iran en intervenant de manière extérieure. Par contre, ce qu'insinue ici Donald Trump, je pense, c'est une aide logistique et matérielle sera très certainement apportée au peuple iranien. Et surtout, il fait monter la menace sur un régime qui est déjà fragilisé de l'intérieur et qui a très très peur des révoltes en cours. Vous écoutez Europe 1 Soir Week-end. Mona Jafarian, cofondatrice de l'association Femmes Azadi et auteure du livre Mon combat aux éditions Stock, est notre invitée ce soir sur Europe 1. On parlait de l'intervention avec la voix de Donald Trump qui disait « Je vous entends », comme vous nous l'expliquiez au travers de ces mots. Est-ce que vous dénoncez ou pas un silence de certaines institutions françaises, européennes par exemple ? Bien, donc malheureusement, on commence à être un petit peu habitué, mais c'est vrai qu'il y a un silence assourdissant de l'Union européenne. Il y a un silence assourdissant du Quai d'Orsay, idem pour le président, et c'est vrai que c'est une incompréhension pour nous de voir que l'Union européenne, encore une fois, se tait sur le sort du peuple iranien. Mona Jafarian, vous attendez quoi comme prise de parole, comme prise de point de vue ? Une solidarité, c'est-à-dire de vraiment comprendre que les Iraniens aujourd'hui ne sont pas uniquement en train de se battre pour la liberté en Iran. On est face à un régime qui est le plus gros financier du terrorisme mondial. Chaque semaine, quelque part en Europe, un attentat est déjoué. Une cellule, que ce soit du Hamas, du Hezbollah ou des gardiens de la révolution islamique, est démantelée. Donc c'est un régime qui nous attaque sur notre sol européen, qui nous attaque dans nos valeurs, qui finance de la propagande pour faire monter l'islamisme, l'intégrisme, le communautarisme dans nos sociétés. Et on a un peu l'impression que les Européens passent à côté de l'essentiel, c'est-à-dire si le régime de Téhéran tombe, ça va ouvrir une fenêtre absolument incroyable dans le monde face au terrorisme et à l'intégrisme. Mona Jafarian, une question d'Eliot Maman. Oui, vous parliez à l'instant des éventuelles pressions que pouvaient exercer Israël et Donald Trump sur le régime d'Ebola. Comment ces éventuelles menaces venues du monde libre, pour reprendre votre expression, sont perçues en Iran ? Est-ce que la population iranienne peut même les entendre ? Elles sont plutôt bien perçues justement par le peuple iranien, parce que le plus grand désarroi du peuple iranien, c'est de se dire finalement tout le monde veut que ce régime tombe, mais chaque fois qu'on descend dans la rue, tout le monde se tait et nous regarde mourir. Et là, pour la première fois, on a un président
qui annonce qu'il va aider. Alors, est-ce qu'il le fera ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que les retours qu'on voit de l'Iran, des témoignages qu'on a, des messages qu'on reçoit et aussi sur les réseaux sociaux, on voit que ça a donné énormément de courage à la population pour sortir et surtout que ça a particulièrement agacé le régime qui tremble là. Vous pensez que les mollahs ont peur justement de ce genre de déclaration? Ça leur donne peut-être une pression supplémentaire ou alors au contraire ils font feu de tout bois? Et les mollahs ont particulièrement peur parce que le plus grand ennemi de la République islamique, c'est ni Israël ni les États-Unis, c'est le peuple iranien. Et ça, je pense que les stratèges, que ce soit à Washington ou en Israël, l'ont très bien compris. Ce régime ne peut tomber que de l'intérieur et le régime lui-même aussi le sait. Et là, on est quand même face à un régime qui est sous énormément de sanctions, qui a vu tous ses proxys terroristes tomber les uns après les autres en l'espace de 2 ans, qui ne contrôle plus rien, qui s'est rendu compte pendant la guerre de 12 jours avec les Israéliens qu'ils étaient infiltrés au plus haut sommet de l'État, des gardiens de la Révolution. Donc, si vous voulez, c'est un régime qui est paranoïaque, qui sent qu'il est en train de vaciller et qui se retrouve maintenant avec des manifestations monstres. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les rues en Iran, et puis on voit que l'intensité de l'action du peuple, les gens sont beaucoup plus organisés, ils sont beaucoup plus téméraires, ils sont courageux. Donc nous, on a bon espoir que cette fois soit peut-être la bonne pour nous. Mona Jafarian, une question de la part de Florian Gérard Mercier. Oui, justement, j'allais vous interroger sur l'impact de cette guerre de 12 jours, puisqu'il y a quand même on a l'impression, un changement majeur d'époque entre l'Europe qui reste accrochée à la diplomatie, peut-être, et à cet accord sur le nucléaire, alors que Donald Trump et Benjamin Netanyahou sont passés à cette paix par la force et avoir compris avec le 7 octobre qu'on ne peut pas faire de deal avec le Hamas, on ne peut pas faire de deal avec les mollahs. Et donc, cet affaiblissement de la technostructure répressive iranienne avec la guerre de 12 jours, à quel point elle a été instrumentale et cruciale dans le fait qu'aujourd'hui il puisse y avoir ces manifestations. Alors, il y a eu un double aspect. Concernant le régime en lui-même, ça a été un coup dur absolument terrible pour Khamenei. Déjà parce que ça a montré aux partisans de Khamenei qui sont encore en Iran, même s'ils sont une infime partie de la population, que ce régime qui depuis 40 ans leur dit qu'il est en train d'investir toutes les richesses d'un pays dans un nucléaire pour détruire Israël, dans du balistique, finalement s'est pris une raclée monumentale pendant 12 jours sans même pouvoir riposter. Ensuite, ça a eu aussi un autre aspect, c'est que tous les centres de renseignement, de répression du peuple, tout ce qui était au commandement de la force Al-Quds, des gardiens de la révolution islamique ont été éliminés. Donc ça a été particulièrement dur pour le régime. Et surtout, ça a fait naître cette peur de se dire finalement le Mossad peut nous frapper à n'importe quel moment, n'importe où, même dans les plus hauts échelons. Par contre, pour la population, ça a été plus compliqué parce que ils ont été privés d'Internet. Le régime a coupé Internet pour pas que les gens sachent quand est-ce que ça allait être frappé. Ils ont fermé tout ce qui pouvait servir d'abri à la population en espérant qu'il y ait le maximum d'Iraniens qui meurent. Donc on est quand même sur un régime ennemi de son propre peuple. Et surtout, ce qui s'est passé et qui était prévisible pour nous, c'est que dès que Donald Trump a annoncé son cessez-le-feu, la répression a été terrible sur le peuple iranien. Il y a eu plus de 23 000 personnes arrêtées en l'espace de quelques jours. Ils pendaient des gens sans même plus faire de procès. Il y a eu énormément de tortures, d'arrestations. Et surtout, ils ont affaibli Internet. Ils ont commencé à... Donc, on s'est retrouvé finalement face à une double situation où le régime, lui, était affaibli, mais la population iranienne en a terriblement souffert. Donc, est-ce que ça a ouvert la voie? Pas sûr. En tout cas, ça a affaibli le régime et ça nous permet aujourd'hui aussi d'avoir un régime complètement paranoïaque et apeuré face à nous. Et ce régime, il a peur de son peuple? Plus que de n'importe quel plus que de n'importe quel chef d'État, parce qu'on est 90 millions, on estime qu'on est plus de 85% à être vraiment opposés au régime. Les étudiants d'une université iranienne ont fait une enquête il n'y a pas longtemps et 92% de la population iranienne se disait opposée désormais à la République islamique. Donc on voit qu'on a complètement dépassé les simples cercles ouverts sur l'Occident, laïcs, etc. Donc oui, Khamenei a très peur de la population iranienne. On parlait de tout à l'heure donc des jours qui sont peut-être comptés de la République islamique pour, on l'espère, une République laïque. Lors d'une conférence de presse cet été à Paris, Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran et figure de l'opposition en exil, s'était présenté pour guider son pays sur la voie de la paix. Il n'y a qu'une seule façon de parvenir à la paix. Un Iran laïque et démocratique. Je suis ici aujourd'hui pour me présenter à mes compatriotes afin de les guider sur la voie de la paix et de la transition démocratique.
Je ne cherche pas le pouvoir politique, mais plutôt à aider notre grande nation à traverser cette période critique vers la stabilité, la liberté et la justice. Est-ce que c'est par Reza Pahlavi que ce futur de l'Iran peut se dérouler, peut avoir lieu ? En tout cas, c'est ce que demande le peuple iranien, puisqu'aujourd'hui, le slogan de cette révolution est vraiment « Ceci est notre dernière bataille, Pahlavi va rentrer ». Et que ce soit les minorités kurdes, quelle que soit la région d'Iran aujourd'hui dans les rues, encore ce soir quand je regardais ce qui se passait, on n'appelle qu'un nom. Et ce nom, c'est le sien. Et c'est pas juste un nom, c'est pas juste une nostalgie de l'époque du Shah d'Iran. C'est parce que c'est un homme qui est cultivé, qui est préparé pour ce travail, qui a une équipe particulièrement compétente qui l'entoure, qui a un programme qui s'appelle Rise Iran, avec exactement toutes les étapes juridiques, environnementales, qui auront lieu de la chute du régime pendant cette période de transition jusqu'à un vote démocratique. Et beaucoup de personnes perçoivent ça comme une volonté d'aller vers une monarchie absolue ou une dictature. Ce n'est absolument pas ce qu'il propose, puisque lui, il veut avoir son rôle pendant la période de transition, emmener les Iraniens aux urnes et qu'ils choisissent la forme de démocratie et le leader qu'ils souhaitent pour la suite en Iran. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important aujourd'hui que les médias diffusent les slogans du peuple dans la rue, parce que le peuple iranien a fait son choix et maintenant on a besoin que les dirigeants occidentaux prennent attache avec le leader de l'opposition. Merci beaucoup Mona Jafarian, cofondatrice de l'association Femmes Azadi.